Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. Kossi Bay, Kossi, Atlanta, il est 12h00, mesdames et messieurs, merci de la confiance renouvelée à la radio Alfayda pour vous informer. Vous avez fait le bon choix. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce vendredi 1er novembre 2024, nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information sur Alfayda FM. C'est l'heure du journal. Voici le sommaire. Campagne régionale de sensibilisation et d'information pour communiquer sur les avantages relatifs au mode alternatif de règlement des différends auprès des acteurs, des opérateurs économiques et financiers initiés par le cabinet Grant Thornton, financé par l'Union européenne. L'État du Sénégal et ses partenaires envisagent des réformes pour alléger les contraintes financières. Un atelier a été tenu dont l'objectif est d'aligner les priorités de financement sur la stratégie nationale de développement et de renforcer les paiements PME. Pour réduire les inégalités de genre dans le secteur agricole, des femmes rurales des régions du Sud-Est réclament des terres, des quotas de semences et des troncs agricoles, des infrastructures hydrauliques pour cultiver en toute saison. Sur l'international États-Unis, la course à la présidentielle a pris un nouveau virage. Kamala Harris et Donald Trump ont cette fois-ci échangé des coups sur la question des droits des femmes, un thème crucial lors de cette campagne présidentielle. Et puis sport, l'arène sénégalaise a un nouveau patron. Il s'agit de Elhadji Malick Ngom, le natif de Diakhao Sine, a été nommé président du CNG par la ministre des Sports. Mesdames, Messieurs, gardez votre confort d'écoute de développement, c'est dans une poignée de secondes. Le journal Serigne Moussa Kane. Qui vous dit bonjour, c'est Elhadji Libas Mbaye assure les opérations techniques. Le cabinet Grant Thornton a initié une campagne de sensibilisation et d'information sur les modes alternatifs de règlement des conflits et une réunion publique d'information a été organisée. Et selon Cheikh Cissé, ce règlement de différends s'adresse à toute personne physique ou morale. C'est dans le cadre de cette seconde composante que le cabinet Grant Thornton a organisé cette réunion publique d'information qui constitue la 5e journée après les étapes de Ziguinchor, Saint-Louis, Kaolack, Tambacounda. Donc la dernière étape va se faire au niveau de la région de Dakar. C'est une réunion publique d'information qui a été organisée, le cabinet Grant Thornton l'a organisée en collaboration avec le Comité national de médiation et conciliation, le tribunal de commerce, l'Observatoire de la qualité des services financiers et les maisons de justice, à l'intention des populations des régions de Diourbel et de Thiès. Donc il faut comprendre que ces modes alternatifs de règlement des différends s'adressent à toute personne physique ou morale qui souhaite régler un différend par la voie amiable. Donc il peut s'agir de conflits entre deux sociétés, d'un conflit avec un client, avec un fournisseur, entre une structure et un usager, et même entre citoyens. Donc le Sénégal aujourd'hui, à travers la promotion des modes alternatifs de règlement des différends, qui sont, il faut le noter, en plein développement, parce que c'est des modes qui permettent de proposer une solution plus rapide, simple et de proximité, contrairement aux procédures classiques, contentieuses, traditionnelles, communément appelées procédures judiciaires. Donc, je disais que c'est ça qui constitue en fait l'objet même de ces tournées régionales. Ces tournées régionales ont pour objectif faire la promotion des structures et des mécanismes et sensibiliser également les acteurs sur les avantages de l'utilisation de ces modes alternatifs. Cheikh Cissé nous parlait également des avantages. En réalité, quand nous organisons ces tournées régionales de sensibilisation sur les modes alternatifs, nous visons principalement deux objectifs. Le premier, c'est de faire la promotion des structures et mécanismes mis en œuvre par les autorités pour l'utilisation de ces modes alternatifs dans toutes les régions du Sénégal. Deuxièmement, il s'agit également de sensibiliser les acteurs sur les avantages de l'utilisation de ces modes alternatifs que sont la conciliation, la médiation et l'arbitrage. Donc par rapport à votre question, ce qui m'amène à vous parler un peu des avantages sur l'utilisation de ces modes alternatifs de règlement des différends. Donc le premier avantage qu'on peut citer, c'est qu'il y a l'implication et la présence des parties dans la résolution du conflit. Donc ici, il n'y a pas une intervention du juge, c'est les parties elles-mêmes qui décident donc de trouver une solution amiable à leur conflit. Donc du coup, avec l'utilisation de ces modes, les parties concernées trouvent elles-mêmes leur propre solution et maîtrisent leur conflit. Deuxième avantage qu'on peut citer, c'est l'absence de lourdeur
et de lenteur dans les procédures. Parce qu'à l'opposé des procès, les procédures amiables quand même, donc le traitement est beaucoup plus rapide quand vous êtes dans une procédure amiable. Donc il y a une célérité dans le traitement du litige, contrairement au procès où le temps de traitement est encore beaucoup plus long. Troisième autre avantage qu'on peut citer, c'est un peu des coûts moindres par rapport aux frais de procédure qu'incombe la voie judiciaire ou des coûts connus d'avance. Parce que quand je dis coûts moindres, c'est parce qu'il y a des services délivrés par les structures habilitées à faire la promotion de ces modes alternatifs qui sont gratuits. Si on prend l'Observatoire de la qualité des services financiers et les maisons de justice, leurs services sont gratuits. Donc, gratuité des coûts moindres ou connus d'avance. Parce que même si vous êtes dans une procédure qui est payante, cette procédure, au moins, vous maîtrisez les coûts d'avance. Contrairement à une procédure judiciaire où les coûts ne sont pas, les frais de procédure et les frais d'avocat ne sont pas maîtrisés. Autre avantage également qu'on peut citer sur ces modes alternatifs, c'est la confidentialité des échanges et des décisions. Contrairement à la voie judiciaire qui implique une publicité des décisions. Et enfin, un dernier avantage qu'on peut citer, c'est la préservation des relations entre les parties. Parce que si les parties trouvent elles-mêmes leur propre solution, mais ça leur permet également d'entretenir et de préserver leurs relations. À l'instant, cher Cissé, sur cette campagne de sensibilisation et d'information sur les modes alternatifs de règlement des conflits, l'État et ses partenaires envisagent des réformes pour alléger les contraintes financières pour les PME-PMI qui représentent une part significative du tissu économique sénégalais mais qui rencontrent des difficultés. Ibrahima Thiam, ministre secrétaire d'État au développement des PME-PMI. De la question du financement des PME et des PMI, qui est vraiment une question cruciale, qui occupe aussi une place importante dans la vision du Sénégal en 2050. Nous sommes là pour voir un projet qui a été lancé par la coopération allemande GIZ avec la DPME, qui vise un peu à réfléchir sur le financement massif et sécurisé des PME et des PMI, avec aussi l'accompagnement de la Banque centrale BCEAO, qui visait un peu à revoir les questions et à proposer des réformes, 9 réformes également, qui ont été issues de ces assises depuis 2 ans. Nous aussi, en tant que secrétaire d'État chargé de ces questions, nous sommes venus relancer un peu ces réformes et discuter pour pouvoir aussi apporter un plaidoyer au gouvernement pour la prise en charge des solutions liées au financement des PME et des PMI de manière générale. On parle de guichet unique. Ça fait partie des réformes. Au-delà même de ces réformes, on en parle depuis des années parce que tout le monde a vu la multiplicité des cycles d'appui et d'encadrement des ministères à un autre, d'agences à un autre. Maintenant, cette question de guichet unique a été même soulevée parmi les études qu'avait faites la DPME et la GIZ pour avoir un guichet unique pour faciliter les PME de manière générale à avoir l'information et à profiter davantage des solutions d'appui et d'encadrement liées à ces questions. Donc nous allons porter cette période de des guichets uniques, ça fait partie de notre priorité, même du gouvernement. Au-delà même du guichet unique, d'autres solutions aussi sont proposées, par exemple le fonds d'amorçage, l'accès aux ressources longues pour faciliter aux PME aussi d'être compétitifs. Donc c'est l'ensemble des questions et des réformes qui sont proposées et nous aussi nous allons essayer de les porter pour trouver des solutions idoines aux PME. Le ministre secrétaire d'État au développement des PME-PMI, dans ce programme, au point central est la mise en place d'un comité élargi de suivi des réformes visant à garantir une gouvernance efficace et inclusive afin d'assurer une coordination et une mise en œuvre optimisée des réformes proposées. Ibrahima Thiam, que nous réécoutons. Il nous faut des réformes parce que tout le monde a vu les difficultés de financement, au-delà même des PME. Même les grandes entreprises ont des difficultés d'accéder à des crédits de longue durée, particulièrement aux PME. Forcément, on va faire des réformes de manière générale sur l'environnement des affaires, revoir un peu aussi les dispositifs prudentiels de la BCEAO à travers les autres pays de l'espace UEMOA. Il nous faut nécessairement des réformes. C'est une nécessité et une action primordiale que nous devons prendre pour au moins faciliter l'accès et aussi la question aussi de la garantie aussi, parce que sans garantie aussi, tu ne peux pas avoir de financement. Donc, c'est un ensemble de réformes qu'on va apporter au niveau des garanties, au niveau aussi des crédits de longue durée. Parce que pour être compétitif, il faut une durée minimum de 10 ans. Donc pour ces réformes également, ces questions sont soulevées. Et pour booster le secteur privé, donc forcément, il faut faire un choix stratégique sur les PME et les PME qui représentent 90% du tissu et malheureusement qui trouvent beaucoup de difficultés quand même à se développer et à être compétitifs. Donc forcément, on va aller à des réformes très stratégiques. Et pour le portage, le secrétaire d'État s'engage avec le ministère de l'Industrie et du Commerce à proposer à l'État des réformes
réformes qui vont dans le sens des états généraux que nous venons de sortir et même la présentation du référendum Sénégal 2050. Les réformes sont classiques, je l'ai dit, il y a le fonds d'amassage, la rationalisation des guichets uniques, il y a aussi l'accès à la compétitivité des PME, une fiscalité aussi adaptée, parce qu'il faut une fiscalité adaptée pour permettre aux PME d'être compétitives et de résister aux longues durées. Il faut aussi faire des réformes également au niveau prudentiel, des réformes BCAO, pour avoir l'accès aux crédits de longue durée. Je l'ai dit tout à l'heure, pour ne pas avoir comme axe stratégique une économie compétitive sans avoir des réformes pour le financement par des crédits de longue durée. Donc c'est des réformes qu'on va porter et ça a été déjà dégagé à travers le programme Access, financement massif de la GIZ et de la PME. Nous allons porter ces réformes, mettre dans le pipe des états généraux et aussi proposer au chef de l'État par rapport à sa vision de trouver des solutions, si possible des décrets d'application ou bien des arrêtés, ou bien au niveau communautaire également, pousser les États à travers des réformes prudentielles pour faciliter la compétitivité du secteur privé et des PME de manière générale. Lors de cet atelier, le représentant du secteur privé, Adama Lam, est revenu sur l'importance de cette rencontre et sur la problématique du financement des PME-PMI qui leur tient à cœur. Adama Lam, que je vous propose d'écouter au micro de la radio Al-Fayda. Je voulais également vous faire part de ma grande fierté d'être à vos côtés ce matin, Monsieur le secrétaire d'État, pour la cérémonie officielle d'ouverture de cette importante rencontre sur le financement des PME-PMI. Ma satisfaction est d'autant plus grande que vous êtes un pur produit du secteur privé, qui reste votre famille naturelle, au-delà de vos nouvelles responsabilités gouvernementales. Le secteur privé sénégalais dans son ensemble vous réaffirme par ma voix toute sa disponibilité à vous accompagner dans votre mission. La problématique du financement des PME-PMI nous tient particulièrement à cœur car nous avons la ferme conviction qu'elles ont un rôle central dans la consolidation des bases de notre croissance économique. Nous sommes d'autant plus confortés dans notre démarche que le changement de paradigme constaté dans la nouvelle politique stratégie économique du Sénégal, qui a pour objectif de faire du Sénégal à l'horizon 2050 un pays souverain, juste et prospère, fait de la PME le socle d'une économie robuste et porteuse de prospérité. En érigeant une économie compétitive comme axe 4 du nouveau référentiel Sénégal 2050, le gouvernement a compris que l'atteinte des objectifs de développement et de souveraineté ne pourra se faire qu'en s'appuyant sur le vivier constitué d'une multiplicité de plus en plus dense de petites activités de production et de services. Le dernier recensement réalisé par l'ANSD sur les PME a montré que l'essentiel du tissu économique de notre pays est composé de PME-PMI, d'où la nécessité d'y prêter la plus grande attention. Celle-ci passera forcément par une oreille attentive et des actions concrètes et pragmatiques à l'endroit de la PME-PMI qui non seulement crée de la valeur ajoutée, mais aussi constitue un vecteur d'emploi non négligeable, en particulier pour les jeunes et les femmes. C'est dire que si nous voulons gagner la lutte contre la dépendance extérieure, plus exactement matérialiser notre ambition de souveraineté économique, il nous faut donner la priorité aux PME territorialement mieux ancrées et donc plus inclusives. L'actualité régionale, nationale, c'est sur Al-Fayda FM 90.1. Émettons depuis Médina Baye, immeuble Cheikh Imam Hassan Sissé, studio Ali Momara Alilo. L'info se poursuit également sur les www.radioalfayda.net. Une formation de 2 jours pour les techniciens qui vont gérer les 3 stades réhabilités, à savoir le stade Eliman El Fall, l'Institut Touaï et Lamine Gueye de Kaolack. La direction des infrastructures sportives du ministère des Sports était à Kaolack. Mohamedou Diarra, chef de service départemental des sports de Kaolack, au micro de Cheikh Tidiane Diagne. Le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, par la direction des infrastructures sportives, a organisé des formations pour les 3 stades régionaux, à savoir Ziguinchor, stade Aline Sitoé Diatta, stade Eliman El Fall de Diourbel et celui de Lamine Gueye de Kaolack. Donc on a pu faire cette formation qui devrait se dérouler en 2 jours, mais on l'a fait en une seule journée. Cette formation a regroupé les techniciens qui doivent au moins gérer le stade, parce que bientôt l'ouverture du stade, donc on a la direction des infrastructures sportives a pensé organiser cette formation, en l'occurrence pour ces techniciens. Cette formation a regroupé plus de 13 personnes, à savoir les techniciens, 4 du conseil départemental, 4 aussi du stade. Ça a eu à faire regrouper les électriciens, les plombiers, les techniciens de surface et les techniciens de sonorisation. Donc on a pu passer une journée entière pour les expliquer comment se
déroulent les choses, à savoir la plomberie, l'électricien, le gazon synthétique et la sonorisation, à savoir le tableau d'affichage et autres. Donc ils ont pu bénéficier de cela parce que le ministère des Sports a jugé nécessaire d'organiser cette formation. Parce que le problème au Sénégal, c'est l'entretien. Et ce sont ces gens-là, ces techniciens qui sont du jour au jour au stade pour assurer l'entretien et la gestion. Donc on a pu dérouler cela et franchement tout le monde a pu apprécier par cette formation qui vient en son honneur. Comme vous avez pu le constater vous-même, l'entretien pose problème. C'est pourquoi j'ai dit la direction des infrastructures sportives du ministère des Sports a jugé nécessaire de former ces techniciens parce que c'est pas normal qu'on puisse constater une panne et appeler quelqu'un qui vient de Dakar pour pouvoir nous dépanner cela. 13 techniciens ont pu bénéficier de cette formation de la direction des infrastructures sportives du ministère des Sports. Le stade Lamine Gueye sera bientôt ouvert au bonheur des sportifs selon Mohamedou Diarra. Il ne reste que de petits réglages. Écoutons-le toujours au micro de Cheikh Tidiane Diagne. Comme vous venez de le dire, nous sommes dans les derniers réglages. Donc pratiquement, on peut dire que nous sommes dans les finitions. Bientôt, avant le mois de décembre, nous avons jugé nécessaire et nous pensons que le stade sera ouvert bientôt par Madame le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Donc les travaux tirent pratiquement à sa fin. Si vous allez là-bas, vous pouvez même le constater. Donc le tapis est déjà mis sur place. Le tartan aussi est déjà fait prêt. Les tribunes aussi. Il ne reste que quelques réglages pour qu'on puisse ouvrir le stade au bonheur, comme je l'ai dit, de la population kaolakoise. Parce que aussi, il y a des équipes qui sont là, à savoir l'AS Saloum et les équipes de division régionale, etc., pour qu'ils puissent au moins recevoir à domicile. Parce que aussi recevoir à domicile, c'est très important. Donc du fait que AS Saloum se déplace à Fatick ou bien à Kaffrine, ça peut jouer même sur les résultats. Moi, en tant que chef du service départemental des sports de Kaolack, le ministère des Sports est en train de jouer un grand rôle par rapport à ça pour que l'équipe de la région puisse recevoir à domicile, Inch'Allah. L'électricité, pour que au moins s'il y a une panne au niveau des projecteurs, ces gens-là puissent en collaboration avec le conseil départemental régler cela. Même chose aussi pour le gazon synthétique, surtout ça. On constate que la première chose à être détériorée, c'est le gazon synthétique. Et je profite de cette occasion pour lancer un appel solennel aux populations de Kaolack de pouvoir gérer ce bijou, à savoir le gazon synthétique. Donc il y a des choses où on ne peut pas utiliser pour au moins permettre le gazon de pouvoir au moins se tirer en longueur, au moins durer. Donc il faut éviter certaines choses, à savoir les crampons fer, les chewing-gums comme on dit, du sel aussi qui peut détériorer facilement le gazon synthétique. Je crois qu'on va ici au niveau du service départemental des sports avec le conseil départemental, vous n'êtes pas sans savoir que le sport est une compétence transférée. La gestion du stade revient au conseil départemental. Il y a un comité de gestion qui est déjà mis sur place. Ce comité doit être validé par le préfet du département de Kaolack. On va essayer de sensibiliser les acteurs pour que ce gazon puisse durer. Vous suivez le journal. Sarah Chali, dans la commune de Kolda, il y est 12h16 où un atelier de partage et de restitution des résultats sur le terrain après 3 ans dans la capitale du Fouladou. Le CEGID tire un bilan satisfaisant sur la prise en charge des victimes de violences. Ndaï Sorne Ndiaye, coordonnatrice des opérations du CEGID au micro de Papa Kajali Badji. En fait, cet atelier s'inscrit dans le cadre d'un projet que nous avons mené durant 15 ans. Le projet a commencé en 2021 et c'est un projet sur la prise en charge psychosociale, sanitaire des adolescentes victimes de violences. C'est un projet qui a été financé par Affaires mondiales Canada, par l'entremise du CRDI, le Centre de recherche et développement international. Et dans le cadre de ce projet, le CEGID a été en partenariat avec l'ISEP de l'Université Cheikh Anta Diop, l'Institut de santé et de développement de l'Université Cheikh Anta Diop et une université canadienne. Nous sommes dans le cadre de ce programme-là et cette activité, c'est en fait la restitution des résultats du projet. Durant 3 ans, nous avons travaillé dans la région de Kolda et nous avons jugé nécessaire à la fin de ce projet-là de revenir sur le terrain et de partager les résultats des données, les résultats de ce qu'on a eu à faire avec l'ensemble des acteurs avec qui nous avons travaillé durant ces 3 ans. À l'issue de l'activité, les résultats que nous avons présentés montrent un peu que le projet a eu un impact considérable dans la prise en charge de cette problématique de violence. Au niveau des chiffres, nous avons vu que même s'il y a une
une augmentation des cas au niveau de nos bureaux, de nos observatoires. Cela témoigne tout juste que les activités de sensibilisation ont porté leurs fruits. Ces activités de sensibilisation ont permis aux communautés de savoir qu'il y a des structures de prise en charge spécialisées, dédiées, qui sont mises en place dans le cadre de ce projet-là. Et le plus que nous avons apporté, c'est la prise en charge psychosociale. C'est vrai que c'est un volet qui a longtemps manqué dans la pratique et nous avons tenu quand même, dans le cadre de ce projet, un impact considérable à mettre beaucoup de ressources dans la prise en charge psychosociale que nous avons menée avec les acteurs au niveau du terrain, au niveau de Kolda. On a vu que la plupart des victimes que nous avons reçues dans nos locaux provenaient des communautés. Les dénonciations et les référencements venaient des communautés. Ça veut dire que l'activité de formation que nous avons menée à l'entame de ce projet-là a porté ses fruits. En plus de ces activités de formation-là, nous avons mené beaucoup d'activités de sensibilisation, notamment les causeries auprès des enfants. À l'instant, Ndaï Sokhna Ndiaye, coordonnatrice des opérations du CEGIT, réagissait au micro de Papa Kadjali Badji. Mohamedou Sibi, assistant au programme ADA-SN, revient sur l'atelier de plaidoyer pour la pérennisation des cantines scolaires dans le département de Vélingara, organisé par AVSF, en collaboration avec aussi CODEV. Écoutons-le au micro de Babacar Diouf. Dans le cadre du projet Niamde, projet dont les partenaires sont SICODEV, AVSF et ZERD. SICODEV gère l'aspect de plaidoyer dans le cadre de ce projet où on a implanté pas mal de cantines scolaires dans beaucoup de zones. Je voulais revenir un peu sur le projet Niamde qui intervient dans 9 départements du Sénégal. En fait, on est là, on a mobilisé des acteurs communautaires, des acteurs au niveau des collectivités territoriales, les parents d'élèves, les élus locaux et aussi les CGE. C'est juste pour discuter sur les objectifs de pérennisation des cantines. Parce que là, nous avons organisé un atelier, mais aussi c'est une session de travail dont l'objectif est d'aboutir à un plan d'action de plaidoyer. Parce que là, nous savons tous qu'il y a des partenaires qui interviennent pour financer les cantines. Il y a l'État quelque part aussi qui finance, même si l'État est attendu sur beaucoup de choses encore. Nous pensons aussi qu'au niveau territorial, les acteurs, les communautés doivent s'impliquer davantage pour la pérennisation des cantines. Donc pour laquelle nous avons convié cet atelier de réfléchir ensemble, essayer de voir quelles sont les cibles que nous avons au niveau des communautés, des cibles qu'on peut identifier et qui peuvent contribuer au financement des cantines. Raison pour laquelle nous sommes là depuis ce matin pour effectuer ce travail. SICODEV, c'est, comme on le sait, c'est une organisation de plaidoyer. SICODEV aussi, c'est une organisation de la société civile très active dans le plaidoyer et de l'influence des décideurs publics. Depuis un certain temps, nous menons pas mal d'actions dans le cadre des cantines scolaires et surtout dans le cadre du projet Niamde. Mohamedou Sibi, assistant programme ADA-SN, réagissait au micro de Babacar Diouf. Cet atelier s'est déroulé au crène de Sarah Tchalé, dont l'objectif est d'échanger et mobiliser les acteurs territoriaux, les collectivités territoriales, les organisations de la société civile. Moustapha Sek, IF adjoint, au micro de Babacar Diouf. Nous avons été conviés aujourd'hui à cet atelier de plaidoyer, je pourrais l'appeler ainsi, sur l'importance des cantines scolaires. Tout le monde connaît l'importance des cantines scolaires. Je vais vous taquiner, vous êtes des enseignants, vous savez mieux que moi ce que les cantines représentent pour beaucoup d'indicateurs, de la fréquentation jusqu'aux performances. En tout cas, sur beaucoup d'aspects, les cantines scolaires ont montré leur importance. De ce point de vue, si l'IEF est convié à cet atelier, l'IEF ne peut que s'en réjouir et répondre à l'appel. Pour revenir à ce que vous avez dit, l'importance des cantines. Tout le monde sait qu'avec les cantines, et c'est avéré, la fréquentation devient normale. Les abandons diminuent. L'enfant étudie en tranquillité, ce qui va le pousser à avoir de bonnes performances. Ce serait une lapalissade que de leur dire que les cantines sont très très importantes pour les performances scolaires. L'État y est, c'est un processus qui est là depuis des années. L'État veut aller vers, comme vous l'avez dit, l'institutionnalisation de ce que l'on appelle l'alimentation scolaire. Et pour ce faire, beaucoup d'acteurs sont entrés en jeu. L'exemple de SICODEV est là, d'autres acteurs, le ministère sont en train de réfléchir depuis des années pour la mise en place d'une loi sur l'alimentation scolaire. Ce qui voudra dire que forcément l'État va prendre en charge cette alimentation scolaire. Pour le coordonnateur de l'AVSF Elhadj Ndiaye, ce projet englobe 4 départements et ils en sont à la deuxième phase et 10 écoles ont été choisies par rapport à des critères bien ficelés.
Comme vous l'avez vu aujourd'hui, c'était un atelier de préparation d'un plan d'action plaidoyer avec notre partenaire Sicodev dans le cadre du projet Niamde. Pour rappel, Niamde, c'est un projet qui travaille essentiellement sur les cantines scolaires au niveau de 4 départements pour ABC. Globalement, le projet est sur 9 départements, mais ABC gère 4 départements, dont le département de Vélingara. Dans ce département spécifiquement, on a commencé ce programme depuis 2020 avec une première phase et là on a attaqué la deuxième phase de ce projet de cantine qui couvre une dizaine d'écoles qui ont été choisies selon des critères d'éloignement, d'absentéisme, d'abandon, entre autres. Donc comme tout projet cantine, c'est un projet qui alimente un certain nombre de cantines scolaires en denrées alimentaires, issus principalement du circuit, issus principalement des producteurs locaux, issus de la production quand même agro-pastorale locale, que ce soit le lait, que ce soit le céréales, que ce soit les légumineuses, etc. Donc le tout accompagné d'un encadrement rapproché avec les CGE, formation et de renforcement de capacité. Tout est bien évidemment sous la supervision et véritablement l'accompagnement d'IF. C'est un atelier qui prépare le plaidoyer. Tout ce qu'on est en train de faire sur les cantines, dans le cadre d'un projet, et un projet a une durée commence à une date X et se termine à une date Y. Donc pour anticiper un petit peu la fin de ces projets qui prennent du temps souvent pour être relancés, on essaie de réfléchir pour voir comment pérenniser les cantines à travers les efforts, la contribution de tout un chacun. À l'instant, Elhadj Ndiaye, le coordonnateur de l'AVSF, je vous le disais en titre, pour réduire les inégalités de genre dans le secteur agricole, des femmes rurales des régions du Sud-Est réclament des terres, du matériel agricole, des quotas de semences et d'intrants agricoles. Awa Kandé, femme rurale, parle alors au micro d'Ablaye Cissé. C'est une journée phare qui a été retenue par les Nations Unies. Nous nous réjouissons de l'organisation de cette journée dans notre région. Je voudrais dire également que cette journée est une opportunité pour nous de porter nos sensibilisations, mais également nos plaidoyers à l'endroit de tous les acteurs qui interviennent pour l'autonomisation des femmes, qui interviennent pour les droits des femmes, pour vraiment la revendication des droits des femmes, mais également pour l'autonomisation des femmes, surtout des droits économiques des femmes. Donc c'est une journée vraiment aujourd'hui qui est une opportunité pour nous, pour la revendication des droits économiques des femmes, mais également pour le plaidoyer, pour travailler pour l'autonomisation des femmes. C'est un plaidoyer à l'endroit de tous les décideurs, qu'ils soient gouvernementaux ou non gouvernementaux. Vraiment, le plaidoyer c'est à l'endroit de tous les décideurs pour vraiment qu'on travaille pour une autonomisation effective des femmes. Ce qu'il faut à la femme rurale, c'est d'abord un renforcement de capacité dans les domaines qui la concernent. D'abord dans le domaine des droits, c'est-à-dire tous les textes, les instruments qui les protègent et qui les promeuvent, le renforcement sur les droits des femmes, c'est-à-dire les droits humains. Ensuite, il y a le renforcement de capacité sur des techniques agricoles, des renforcements de capacité sur des techniques de transformation, des renforcements de capacité sur la commercialisation. Ensuite, le renforcement de capacité sur le leadership des femmes. Donc, il faut que ce leadership, c'est-à-dire globalement le développement personnel, soit renforcé chez ces femmes-là pour qu'elles puissent vraiment renforcer leur confiance en elles, pour qu'elles puissent vraiment avoir le truc qu'il faut, la posture qu'il faut. Il faut également les renforcer pour plus de représentation dans les instances de prise de décision. Actualité internationale. 12h26 dans la cité religieuse de Medina Bay, 8h27 à Manhattan City. Sur l'international États-Unis, la course à la présidentielle a pris un nouveau virage. Kamala Harris et Donald Trump ont cette fois-ci échangé des coups sur la question des droits des femmes, un thème crucial lors de cette campagne électorale. C'est une série de brèves réalisées par nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Kamala Harris et Donald Trump se sont rendus coup pour coup sur les droits des femmes et des immigrés. À quelques jours de l'élection présidentielle américaine, la candidate démocrate a répondu aux républicains sur les droits des femmes et des immigrés, deux thèmes cruciaux d'une campagne présidentielle américaine très tendue. Plus de 57 millions d'électeurs américains ont déjà voté, c'est carrément l'équivalent d'un tiers du total des votants de l'élection de 2020 qui se sont déjà exprimés. Cette exceptionnelle participation anticipée pour l'élection américaine alimente les espoirs des deux camps, même si elle reste difficile à interpréter
Pour mieux comprendre l'enjeu et le pourquoi de ce vote anticipé, Actualité internationale. La contre-offensive tchadienne contre Boko Haram dans la région du lac Tchad, dirigée par le président Déby, a été accusée hier par des pêcheurs locaux et des milices anti-djihadistes d'avoir tué par erreur des dizaines de pêcheurs au Nigeria en voulant viser des djihadistes. Babakura Kolo, chef d'une milice anti-djihadiste au Nigeria, a déclaré qu'un avion de chasse tchadien a pris les pêcheurs pour des terroristes de Boko Haram qui ont attaqué une base militaire au Tchad dimanche. Le bilan de ce raid de Boko Haram contre une base militaire de la région du lac Tchad est d'une quarantaine de morts selon les autorités tchadiennes. Actualité internationale. En République démocratique du Congo, les premiers vaccins contre le paludisme ont été administrés par piqûre à des enfants âgés d'au moins 6 mois à Mbanza Ngungu dans le Congo central selon un communiqué de l'Organisation mondiale de la santé. D'après un rapport produit en 2022 par le ministère de la Santé en RDC, le paludisme a causé plus de 24 000 décès et touché plus de 27 millions de personnes, surtout des enfants de moins de 5 ans. Sur le continent africain, un enfant décède du paludisme chaque minute d'après l'organisation. Actualité internationale. Au Mozambique, des affrontements entre la police et les manifestants ont secoué hier plusieurs villes où l'opposition appelait encore à manifester pour contester les résultats électoraux. Les résultats officiels des élections présidentielles et parlementaires du 9 octobre accordent une large victoire au Frélimo, parti au pouvoir depuis 49 ans. L'opposition dénonce un scrutin volé et a déposé dimanche un recours devant le Conseil constitutionnel pour exiger un nouveau comptage des voix. Les manifestations se sont soldées par au moins 11 morts selon plusieurs ONG. Actualité internationale. Le Conseil de sécurité de l'ONU a appelé hier à une solution politique réaliste et acceptable au Sahara occidental que se disputent le Maroc et le Front Polisario soutenu par l'Algérie. C'est dans une résolution prolongeant d'1 an, soit jusqu'au 31 octobre 2025. La mission onusienne sur place pour l'organisation des référendums au Sahara occidental. Le texte réclame un engagement renouvelé des partis à faire avancer le processus politique et estime que le statu quo n'est pas acceptable. Et sport. Vous êtes bientôt 32 minutes à Bof dans la localité de Djakhaoussine. Nous ouvrons cette page sportive. La reine sénégalaise a un nouveau patron. Il s'agit de Malick Ngom, le natif de Bof, jusqu'ici arbitre et secrétaire général de la CCA, a été choisi par le ministre des Sports Khady Diène Gaye. Il remplace Bira Sène, dont le mandat est arrivé à expiration pour une durée d'1 an. Des personnalités connues de la lutte font également partie de cette nouvelle équipe du CNG. Le bureau exécutif est composé du président Malick Ngom, premier vice-président chargé de la lutte olympique Isabelle Sambou, deuxième vice-président chargé de la lutte traditionnelle avec frappe Pape Babacar Fall, troisième vice-président chargé de la lutte traditionnelle sans frappe Hyacinthe Ndiaye Di Manga 2, quatrième vice-président chargé des finances Abdoul Aziz Gueye, directeur administratif Ndiambe Diop, trésorier général Alioune Diouf, trésorier général adjoint Abdoulaye Diakhaté, deuxième commission technique Khalifa Sow, commission médicale Cheikh Nyon, commission organisation Alexis Ka, commission marketing et sponsoring Abdoul Aziz Ndiaye, commission communication Lamine Sow, commission centrale des arbitres Sitor Ndour, commission règlement et discipline Mamadou Ndiaye, commission sécurité et fair play Serigne Gueye Thioune, commission insertion et civisme Cheikh Ahmadou Bamba Mboup, commission des sages Maïssa Diaw, 3 conseillers Bassirou Babou, Issa Bari, Seydou Kolis, Doudou Diagne Djeko, Sidi Diakhaté, Maïssa Diaw, Papa Abdou Fall, Moustapha Gueye, Amadou Mbaye, Bekay Mbaye, Fallou Ndiaye, Mamadou Dieye Sène, personne ressources Mamadou Diakhaté, Pape Ngebel Dieye, Baba John, Ibrahima John, Ikeba Kanté, Ndeye Ndiaye Tyson, Dr Onit Ndiaye, Mbode Tchag et les présidents des comités régionaux de gestion de la lutte. Football, 10e journée Ligue 1 en France qui débute ce soir à 18h. Monaco joue Angers.
Lille reçoit Lyon à 20h. 12e journée pour le compte de la Liga espagnole à 20h. Alaves joue Mallorca. 9e journée Bundesliga en Allemagne. Bayer Leverkusen joue le Stuttgart. 9e journée Saudi Pro. Khalid FC reçoit Al Raïd. Damak FC reçoit Al Riyad. Et le choc Al Nasr de Sadio Mané contre Al Hilal de Kalidou Koulibaly. Kalidou Koulibaly avec son équipe est resté leader. Al Nasr est à la 3e position. Hier, pour la 10e journée du Calcio italien, Girona a perdu devant Fiorentina 0-1. Roma bat Torino 1-0. Cannes Rugby à 7 féminin prévu du 9 au 10 novembre à Accra Rugby Stadium de l'Université de Ghana. Le sélectionneur a dévoilé la liste des 12 joueuses qui participeront à la CAN. Tournoi IFOA A U17 Sénégal-Guinée. Ce soir, Sénégal-Guinée-Bissau. Ce soir à 15h stade Lat Dior. Et pour la deuxième demi-finale, Mali, le tenant du titre, joue la Gambie à 18h. Toujours au stade Lat Dior de Thiès. 12h34, c'est la fin de cette édition. Merci à Sidi Haj Libas Mbaye qui en a assuré la partie technique. La rédaction en chef a été assurée par Elhaj Ibrahima Gaye. Était devant ce micro, Serigne Moussa Kane. L'info revient dans moins de 25 minutes. Ce sera un Wolof avec Mariam Abba. Tout de suite, le rappel de ce qui a fait l'essentiel de ce 12 heures. Campagne régionale de sensibilisation et d'information pour communiquer sur les avantages relatifs aux modes alternatifs de règlement des différends auprès des acteurs opérateurs économiques et financiers initiés par le cabinet Grant Thornton financé par l'Union européenne. L'État du Sénégal et ses partenaires envisagent des réformes pour alléger les contraintes financières. Un atelier a été tenu dont l'objectif est d'aligner les priorités de financement sur la stratégie nationale de développement et de renforcer les PME. Pour réduire les inégalités de genre dans le secteur agricole, des femmes rurales des régions du Sud-Est réclament des terres, des quotas de semences et d'intrants agricoles, des infrastructures hydrauliques pour cultiver en toute saison. En seconde partie, vous avez suivi l'actualité internationale, la page sportive qui a mis un terme à ces 12 heures. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir accueillis dans l'intimité de chez vous. Excellente suite des programmes sur la 90.1. Le journal Serigne Moussa Kane.